sharing this one and only life, ending up just another lost and lonely wife. You count up the years and they will be filled with tears. Et quelle ambiance incroyable! Bonjour à tous! Oh là là! Est-ce que je suis contente de vous retrouver ce matin dans Bel et Bien Ensemble. Arnaud Loquet et Sarah Cadour sont avec nous, comme chaque jour. Première bonne nouvelle. Deuxième bonne nouvelle, j'ai une devinette. Qu'est-ce qui peut nous vider la tête, réduire notre stress et nous rendre addicts et qui est très très populaire? Vos blagues. Excellent. Quelle merveilleuse réponse! Alors, je peux pas passer après ça. vous connaissez pas le thème de l'émission? Vous n'avez pas travaillé? C'est pas moi, vous savez. Bon, enfin, qu'est-ce qu'on cherche au fond quand on court? Parce que ce matin, on va pas parler de performance, mais de plaisir, de santé et de tête, oui, plus légère. On va parler de la course à pied. Voilà. Au programme ce matin, elle a réponse à tout. C'est notre médecin urgentiste Abigail Deby, avec son éclairage toujours clair, concret. Elle va nous expliquer pourquoi la course à pied fait tant de bien à notre corps et aussi à notre mental, peu importe l'âge d'ailleurs. Et puis vous allez adorer découvrir Joséphine, c'est une coureuse incroyable, pas très heureuse dans son travail. Elle décide de se lancer un défi pour retrouver l'estime de soi. Et c'est dans la course à pied qu'elle a trouvé son exutoire et puis aussi une passion. Vous allez voir ça dans quelques instants. Et puis il est sociologue du sport et lui-même adepte de course. Depuis 50 ans, Olivier Bessy n'a de cesse de courir et d'observer. Il nous explique comment la course à pied est devenue non seulement un phénomène social, mais aussi un terrain de jeu du paraître. Et puis notre kiné star des réseaux sociaux est avec nous. Aymeric Vervaerde, alias Aime ton kiné, vous aidera à bien nous chausser pour réveiller la Marie-Josée Pérec qui sommeille en nous. Sarah, vous avez travaillé vos foulées en allant rencontrer les Français. Ça y est, allez, hop, hop, hop. C'est ça, je suis sportive et j'ai surtout motivé ce matin les coureurs dans la rue, Agathe. Ah bon? Ouais. Oh là. Bravo champion! Bravo! Yes! Bravo championne! Allez go, on y va! On respire en fractionné surtout! Bravo madame! Allez, on fait la course! On se motive! Vous n'avez pas réussi à suivre? Jamais, au grand jamais. Il y en a une, c'est sûr, vous ne l'auriez pas croisée ce matin, c'est Lisa qui est dans le public parce que vous êtes entouré de coureurs du dimanche qui n'arrêtent pas de vous bassiner, à vous dire allez, il faut t'y mettre, c'est hyper bon, c'est bénéfique pour plein de choses, la santé, et en plus on court juste pour le plaisir. Mais en fait, nous, je pense qu'on est dans votre team parce que moi, je vous comprends. Je cherche encore les bienfaits de la course. Pour le coup, je ne m'y suis pas mis. Mais peut-être qu'on va vous réconcilier avec ça. On va voir, on va en parler en tout cas. Mais oui, Lisa, à tout de suite. Sarah, je vous laisse rejoindre Lisa. Et pour tout nous dire sur la course à pied, on va accueillir tout de suite notre médecin urgentiste, Abigail Deby. Bonjour Abigail. Bonjour. J'ai été étonnée parce que j'ai lu en préparant l'émission, d'où ma première question. Est-ce que c'est vrai que courir, ça augmente véritablement l'espérance de vie? J'ai lu 3 ans. Oui, c'est vrai. En fait, on le sait, toutes les études le montrent, le sport, l'activité physique, ça a des vertus innombrables et toutes les études le prouvent. Ça diminue la mortalité de plein de pathologies, ça réduit le risque de pathologies cardiovasculaires, c'est bon pour la santé mentale, la santé physique. Et pour la course à pied, ces bénéfices sont encore potentialisés. Quand on fait des études entre coureurs et non-coureurs, c'est effectivement 3 ans d'espérance de vie en plus et 7 ans d'espérance de vie en bonne santé. Donc c'est un peu du sport, mais version nec plus ultra. Voilà, alors on ne va pas le faire n'importe comment, on va vous donner plein de conseils, on va poursuivre, mais d'abord je vous propose d'accueillir le chroniqueur le plus endurant, c'est Stan Gusman, oui, parce qu'il il est toujours là. Bonjour Stanislas. Bon, je vais pas me faire que des copains aujourd'hui, mais j'ai une confession à vous faire. Ah. Je déteste la course à pied. Pour moi, le running, c'est la passion des gens qui n'en ont pas. Bah oui, le runner est souvent un trentenaire qui a coché toutes les cases du rêve français. Il a un emprunt sur 25 ans pour vivre dans un T2 avec moulure au plafond. Il a une femme qui le harcèle avec son concept de charge mentale. Il n'en peut plus, c'est moi. Un patron qui se sert de lui comme d'un paillasson. Bref, il cherche un sens à sa vie. Et puis un jour, miracle. Oui, il découvre le running. Et là, révélation, il ne sait toujours pas où il va, mais il y va en courant. Et souvent à plusieurs. Et c'est là que l'engrenage commence. Car disons-le, le running est une secte en short fluo. Je vous assure. Tous les critères caractéristiques de la dérive sectaire sont là. Déjà, la rupture avec le monde extérieur. Le runner ne traîne plus qu'avec ses frères de course. Il décline toutes les soirées avec ses vrais potes car il a un semi-marathon à préparer pour le mois de mars. Il sacrifie l'alcool. Sur l'autel du cardio, quelle idée. Et ce n'est pas tout. Les runners se reproduisent entre eux grâce aux applications de running. C'est devenu des sites de rencontres communautaristes où tu choisis ton partenaire en fonction
de son odeur de transpi. Sexy. Autre critère sectaire, l'évangélisation. Car le runner essaye de convertir tout le monde à sa cause, avec des fausses promesses du genre, vous les connaissez, hein. Au début, c'est dur, mais une fois que tu as trouvé ton second souffle, tu vas prendre beaucoup de plaisir. Non, non, non. Courir par -15 sous la pluie, ça reste un délire de mec endoctriné au plaisir sadomaso. Mais c'est pas tout. En bon prosélyte, le runner fait aussi de la propagande. Il transpire des chiffres qu'il communique sur ses réseaux sociaux dans un langage complètement ésotérique du genre « Alors ce matin, j'étais full négatif split, mais j'ai perdu 6 secondes au kilo sur ma zone 3 à cause de la VMA. » Pas compris. Résultat, comme tout fanatique sous influence, il devient complètement égocentré. Il ne parle plus que de ça. Tu lui annonces que tu as eu un gosse, il te répond « Ah, trop bien. D'ailleurs, à ce sujet, je viens de m'inscrire à l'Ultra Trail du Mont Blanc. » Aucun rapport. Aucun rapport. Aucun rapport. Car oui, le runner a aussi ses rituels imposés, comme le marathon de Paris, où ils sont des milliers en procession dans les rues de la capitale, prêts à communier avec la Sainte Foulée. Voilà. Alors je me moque, mais en réalité, je vais vous dire la vérité. Parfois, je les envie un peu. Au moins, ils ont trouvé un moyen d'avancer quand moi je cherche une excuse pour rester vautré sur mon canapé. Alors vous savez quoi? Je vais essayer de m'y mettre pour tenter de comprendre ce qu'ils y trouvent. Mettez-moi une petite musique de running, on va voir ce que ça donne. Ok? Ça vous va? On y va? Eh, c'est vrai que c'est pas mal comme truc. Mais j'adore! Agathe, je vole, regardez! Regardez, ils ont tout compris en fait, c'est génial! Mais vous j'adore, avez- j'y vous laisse, continue! Ciao. Il a une bonne foulée, hein? Pour un mec qui aime pas ça, Moi, je dois vous avouer, je compte énormément sur cette émission pour me donner envie de courir parce que je reconnais que j'ai plutôt envie de me pendre à un câble d'accélérateur lorsque je cours, tellement je m'ennuie. Et qu'est-ce qu'on cherche au fond quand on court? Est-ce qu'on cherche à se dépasser? Est-ce qu'on cherche à s'alléger l'esprit? Est-ce qu'on cherche à se retrouver soi-même, à prendre des shoots de bien-être? Et si en fait on cherchait un espace à l'intérieur de nous où on respire mieux? Ce sont les questions que tout le monde se pose. Sarah, j'imagine que vous avez échauffé tout le monde ce matin. C'est ça, mais pas besoin, ils sont venus en courant ce matin. Ah oui, Agathe. tous? Mais tous, vous devriez Incroyable. prendre exemple. Ok. Voilà, aussi motivés que les Français que j'ai rencontrés. Regardez. Est-ce que vous aimez courir et pourquoi vous aimez courir? C'est parce que mon ex-mari courait. C'est un moment à part. Je ressens beaucoup d'apaisement quand je cours. J'ai l'impression que je fais de la méditation. Toute la pression nerveuse qu'on peut avoir, ça me l'enlève complètement et je me sens hyper bien après. C'est quoi les bienfaits de la course sur vous? Vous ressentez quoi quand vous courez? Vraiment délesté de tout ce qu'il y a de négatif, en fait. Se libérer vraiment l'esprit. La liberté. Est-ce que vous pouvez me décrire vraiment l'endroit où vous rêveriez de courir? C'est dans ma Normandie, c'est dans la Manche. Comme c'est encore assez sauvage, quand on court au bord de la mer, là-bas, il y a beaucoup d'iode. Ça n'a rien à voir avec la course à pied qu'on fait ici en région parisienne. Je rêverais de faire le marathon de New York. Et comme c'est vraiment une course emblématique, cette course-là, dans le monde entier, donc ouais, j'idéalise un peu cette course, je pense. Je vous le souhaite, je pense que ça va pas tarder en tout cas. Est-ce que vous trouvez pas que c'est devenu une tendance mode de courir en ce moment? C'est bien plus qu'une mode, hein, personnellement, je trouve. C'est vrai que quand nous, on courait, il n'y avait pas autant de gens à courir. Et quand je vois tous les gens qui courent, je trouve ça génial. Et parfois, je fais ma vieille bique, je leur dis, mais moi, j'ai déjà vécu ça. Avant-gardiste de la course, Ghislaine. Non, pas du tout. Vous préférez courir seul ou accompagné, vous? J'aime courir seule, parce que c'est un moment avec moi-même où je me fais violence. J'aimais bien seule, en fait. Ça m'obligeait pas à suivre le rythme de l'autre. C'est bien d'être toute seule quand tu te sens nulle. On pense à quoi quand on court? Juste à maintenir le rythme et puis le souffle, rien de plus. Merci Fabrice, je vous laisse repartir en courant. Allez-y. 3, 2, 1, go! Elle fait courir la France. C'est Vous avez vu incroyable, ça. Une coach. Incroyable. Lisa, rebonjour. Bonjour. Alors, vous venez de commencer la course, vous? C'est bien ça? Exactement, ça fait 1 mois et demi à peu près. Voilà. 2 fois par semaine? J'essaye. Mais alors, bon, vous reconnaissez quand même que c'est un truc un peu austère, quoi, la course. Donc, vous aimeriez qu'on vous motive, c'est bien ça? C'est ça. Moi, j'avoue que je trouve ça chiant et j'ai du mal à me motiver, à trouver un objectif aussi. Et mon objectif, enfin mon seul objectif pour l'instant, c'est d'essayer de durer plus de 2 mois. Bah, vous y êtes presque, hein. J'y suis presque, mais Et vous courez on sait quoi, jamais ce tout qui peut arriver. doucement? Vous avez combien de temps Je cours plutôt doucement pour l'instant pour ne pas m'écœurer justement parce que j'ai déjà tenté plusieurs fois de démarrer la course mais tout de suite aller trop vite et être trop dynamique, bah, j'ai arrêté justement. Et bah, là, j'y vais assez doucement. Je cours entre 30 et 45 minutes. Mais c'est déjà c'est énorme, très bien. hein. C'est incroyable, 30 et 45 minutes. Abigail Deby, a 12,4 millions précisément de Français qui courent régulièrement.
Et qu'est-ce qui fait qu'en fait courir peut procurer un bien-être qui tire même vers l'euphorie parfois, qu'on donne un peu à Lisa l'envie de poursuivre? Ah oui, c'est physiologique. Quand on court, via l'augmentation de la température, via certaines substances qui vont être relarguées par nos muscles, ça va envoyer des signaux à notre cerveau et ça va moduler la production de neurotransmetteurs et d'hormones du bien-être. Donc déjà, on va sécréter plus de dopamine, plus de sérotonine, donc moins d'anxiété, moins de dépression. On dort mieux, on se concentre mieux, on est de meilleure humeur. Un bien-être un petit peu général. Si on poursuit un petit peu l'effort et qu'on court au-delà de 30 minutes, se passe quelque chose que tous les coureurs accros connaissent, qui est le runner's high, c'est-à-dire une espèce de shoot de bien-être qui arrive parce qu'il va y avoir une libération massive d'endocannabinoïdes. Ce sont des substances euphorisantes qu'on produit de façon naturelle. Et ça, c'est extrêmement agréable et c'est cette sensation qui fait qu'on peut devenir un petit peu accro. Il faut juste tenir plus de 30 minutes. Ce qui n'est pas si difficile en fait quand on court lentement. Et autre effet un petit peu moins connu et qui est magnifique, c'est qu'en fait on va produire plus de BDNF. Le BDNF, c'est le facteur de croissance du cerveau et donc ça va favoriser ce qu'on appelle la neurogénèse. On va construire de nouveaux neurones et on va construire de nouvelles synapses, c'est-à-dire des connexions entre les neurones dans une zone en particulier qui est le cortex préfrontal. Et cette zone-là, c'est la zone qui contrôle la rationalité, la prise de décision, la maîtrise émotionnelle. Et donc cette zone-là, se musclant en quelque sorte, eh bien, on va avoir l'impression d'être plus en contrôle de sa vie. L'amygdale, qui elle est notre détecteur de menaces, eh bien, elle va être inhibée. Quand on fait des IRM à des coureurs, mais en fait leur amygdale fonctionne moins, donc moins de peur, moins d'anxiété et une sensation à la fois de bien-être et de contrôle un petit peu de sa vie. C'est très très agréable et c'est très bénéfique à long terme. Ah ouais, ça, c'est vrai que ça fait rêver quand vous en parlez comme ça. Après, il faut chausser ses baskets, c'est une autre histoire. Abigail, en préparant l'émission, j'ai découvert que l'être humain est un des meilleurs coureurs longue distance du règne animal. C'est pas le plus rapide, mais en tout cas, c'est le plus endurant. Parce que nos pieds ont 26 os, 16 articulations, 107 ligaments, 20 muscles. Et donc, ce sont comme des machines qu'en fait, qui sont conçues pour courir. Donc, c'est vrai qu'au-delà des très grands bénéfices pour le mental, c'est aussi nécessaire, j'imagine, on a été fabriqués pour ça, c'est nécessaire de courir. Oui, exactement. On est vraiment conçu biologiquement pour courir. Notre squelette, notre cerveau, nos mécanismes d'adaptation à la température, nos tendons, nos muscles, nos articulations, tout nous pousse à la course. Et c'est vrai que dans le règne animal, on a cette particularité. D'autres animaux l'ont, mais comme on s'adapte très bien aux modifications de température, à la chaleur, au froid, etc., on est extrêmement endurant. Donc en fait, quand on court, on retrouve un état optimal de santé, à la fois physique et mental. Et on est vraiment fait pour ça. C'est la sédentarité qui n'est pas physiologique. Et donc, il va y avoir une série de bénéfices. On a parlé des bénéfices pour la santé mentale, mais sur la santé physique, ils sont même trop nombreux pour être listés. Déjà, on va muscler son cœur. On va augmenter un paramètre un petit peu barbare qui s'appelle la VO2 max. La VO2 max, c'est la capacité qu'a le cœur et les organes à capter l'oxygène et à l'utiliser pour faire des efforts intenses. Donc, au fur et à mesure, on va être plus endurant, plus résistant. On sera capable de résister à un effort plus fort. On va aussi évidemment développer sa capacité pulmonaire. On va favoriser le bien-être de ses articulations et donc moins d'arthrose, contrairement à une idée reçue qui est que ça abîmerait les genoux, etc. On va aussi renforcer ses muscles des jambes, mais pas seulement, ceux du tronc aussi. Donc on se tiendra mieux, meilleure posture, moins de douleurs de dos et à terme aussi, quand on vieillit, moins de risques de chute. Pareil, densité osseuse qui augmente, donc moins d'ostéoporose. Et puis d'une façon plus générale, on va augmenter la santé d'une petite usine qu'on a dans toutes nos cellules qui est la mitochondrie. La mitochondrie, en fait, c'est une usine à énergie qu'on a partout dans nos cellules. Et quand elle fonctionne bien, eh bien on vit plus longtemps et en meilleure santé. Et par ailleurs, dernier effet, enfin en fait c'est pas le dernier, mais je suis obligée de m'arrêter là. Et bien en fait on diminue le risque de pas mal de pathologies, notamment le diabète, parce qu'on a moins de résistance à l'insuline, certains cancers, parce que moins d'inflammation et moins de stress oxydatif. Bref, c'est tellement énorme que je suis obligée de m'arrêter, mais je pourrais en parler pendant 2 heures, car moi aussi, j'ai succombé à cette passion qui depuis me hante tous les jours. En fait, si on disait aux gens, tiens, moi j'ai un médicament, voilà, vraiment, il y a un truc à faire qui enlève le diabète, qui prévient certains cancers, qui vous fait vivre plus longtemps, qui soigne vos cellules avec les fameuses mitochondries, etc., on le prendrait tout de suite. Bon, voilà. Là, ça demande juste un tout petit effort, quoi. Tout petit. Bon, je pense à Lisa quand même qui a du mal à se motiver. Comment est-ce qu'on peut faire pour que la course, ce soit un plaisir? Moi, franchement, je cours. Hein. Mais alors, ça me saoule. Non, mais je dois reconnaître, même avec un podcast dans les oreilles. Ouais, je comprends. En fait, je me lasse vite. C'est-à-dire qu'au bout d'un quart d'heure, 20 minutes, je suis là, oh là là, ennui, quoi. Déjà, il faut trouver sa raison.
et peut-être pas succomber à un effet de mode si on n'a pas envie, on n'a pas envie. Mais en fait, il y a plein de motivations qui peuvent être très, très personnelles, très profondes et qui peuvent aider quand on s'en rappelle dans les périodes de découragement. Ce qui est hyper important, c'est d'y aller doucement. Et on a cette idée que si on court lentement, ça sert à rien. C'est vraiment une idée reçue pour le coup. La course en endurance fondamentale, en aisance respiratoire, quand on n'est pas essoufflé, c'est celle qui a le plus de bénéfices cardiovasculaires et pour notre santé. Et ça permet de ne pas se décourager et de courir longtemps et de connaître ce fameux runner's high. Au début, il ne faut pas hésiter. Déjà, il faut se détacher du regard des autres et on peut alterner la course et la marche, même 1 minute. Et progressivement, en fait, on va pouvoir augmenter la durée où on pourra courir sans s'arrêter. Il vaut mieux marcher que s'arrêter d'ailleurs. Et ensuite, une notion très essentielle, c'est la progressivité. Et la progressivité en course à pied, c'est vraiment lent. On dit qu'il ne faut pas progresser plus de 10%, augmenter la charge, qu'elle soit en intensité, en durée et en kilométrage, de plus de 10% par semaine. Donc, ce n'est pas beaucoup. Il ne faut pas vouloir en faire trop vite. Ensuite, pour ancrer le plaisir, il faut à la fois peut-être se détacher des sensations corporelles de la course qui sont désagréables, c'est-à-dire j'ai mal, je suis essoufflée, etc. et se concentrer sur toutes les sensations annexes. On est dehors, on profite de la lumière naturelle, la météo, je sais pas, la caresse du vent sur votre joue. Bon, c'est peut-être un peu méditatif. Et puis après, il faut trouver aussi quelque chose qui va il faut définir un petit peu sa pratique et ça vous est personnel. Il y a des gens qui préfèrent courir seuls parce que c'est un moment un petit peu où on se recentre sur soi, un petit peu méditatif, en silence, en musique, avec un podcast, avec un copain, avec un livre audio, dans un groupe, avec un date, puisque maintenant les gens datent aussi avec des applications. Donc ça, c'est vraiment à vous de trouver ça. Et puis après, il faut s'écouter aussi, respecter des périodes de repos. Et ce qui est vraiment très bien aussi, c'est de faire du renforcement musculaire entre les séances. Il ne faut pas courir tous les jours. C'est pas recommandé. Et entre les séances, on peut alterner avec d'autres activités physiques. C'est ce qui permettra de ne pas se blesser et au fur et à mesure d'avoir de plus en plus de plaisir. Vous avez compris qu'elle est passionnée, hein, Abigail de Lila. Je vais vous dire là, si elle ne vous a pas transmis sa passion, Lisa, vous avez vu quand même, à chaque fois que vous dites « Allez, non, j'y vais pas, j'ai trop la flemme », pensez quand même à tous les bienfaits. Ouais. Et c'est vrai qu'aussi, être dehors, être à la lumière, ça favorise le sommeil, ensuite, enfin, ça n'a que des bienfaits, quoi. Tout à fait. Merci. Voilà, allez, on a motivé tout le monde. Allez hop, tout le monde un petit feu l'œil. Alors, j'espère qu'on a pu vous donner quand même quelques pistes. Arnaud, vous êtes allé à la rencontre de Joséphine, qui s'est lancé un défi. Elle a décidé de relier Paris à Milan en courant. Pardon, j'ai même du mal à le dire. Je ne sais pas comment elle fait. En fait, nous, ce qu'on a voulu surtout comprendre, c'est pourquoi en fait, on court à 20 ans, mais pas de la même manière. Le but n'est pas le même que quand tu as 30, 40, 50 piges. Mais surtout aussi de faire attention quand on se met à courir. Il faut le faire dans de bonnes conditions pour éviter de se flinguer une cheville le jour où tu as décidé de t'y mettre. Et au contraire, vraiment, de se faire du bien en courant. Regardez. J'ai chargé Katia d'aller nous prendre en exclusivité tous les conseils d'une experte. Voici Joséphine, la joggeuse, sur les réseaux sociaux. Je sais pas si vous aussi, vous mettez des défis débiles quand vous courez. Il y a un bateau là. Je me suis dit, si je le dépasse pas, je suis la reine des Mirabelles. Elle est suivie par 200 000 personnes. Il faut dire qu'elle a fait les plus grands marathons et même Paris-Milan. Katia a rendez-vous chez elle la veille de son grand départ pour le marathon de Valence. Notre joggeuse s'est fixé un nouvel objectif, battre son propre record, parcourir 42 km en moins de 3 heures. Salut! Salut Katia, tu vas bien? Et toi? Bah bien, je t'en prie, bienvenue. Alors c'est comme ça que tu cours? Non, pas du tout. Quand je cours tellement souvent que quand je peux ne pas mettre des affaires de running, je mets pas d'affaires de running. Joséphine court jusqu'à 120 km par semaine. Tout commence par une bonne tenue et rien n'est laissé au hasard. Et je vais courir avec ça aujourd'hui. Alors, très important pour les femmes, une bonne brassière. Une bonne brassière, c'est une brassière qui maintient, pas trop fort non plus pour pas trop écraser la poitrine et pour ne plus pouvoir respirer. Je vois trop de femmes qui courent pas assez avec des bonnes brassières et on s'abîme le corps. Le sport, c'est pas fait pour s'abîmer le corps, c'est fait pour prendre soin de son corps. Alors là, l'hiver, ma chose préférée, c'est la seconde peau pour pas avoir froid. C'est quelque chose qui te colle au corps, mais qui te laisse transpirer également. Donc ça va venir te tenir chaud tout en te laissant respirer. C'est une matière technique. Ah ouais, c'est tout doux. C'est tout doux et c'est matière technique. Et un petit short, parce que ici, je suis pas vraiment team legging, mais quand il fait vraiment froid, c'est aussi bien de mettre des leggings parce que si tu attrapes trop froid aux jambes, tu peux favoriser les blessures. Voilà ma tenue pour aujourd'hui. Et bah vas-y. Et attends, n'oublie pas le plus important. Les chaussettes. La plupart des gens courent en coton.
En fait, tu transpires des pieds donc, quand tu cours. Et si tu prends des chaussettes pas respirantes, pas des chaussettes de sport, bah, ça va moisir, tu vas avoir des problèmes de pieds. Pour voir si c'est une chaussette de sport, tu as le petit L de gauche, left, et le petit R de right. Et là, comme tu vois, je les ai mises à l'envers. Mais c'est pas grave. Ah, très bien. C'est peut-être comme ça que je cours le marathon de Valence, qui sait. Mais donc là, c'est ma tenue de sport. Et là, je suis prête pour aller courir. Dernière semaine avant le marathon de Valence, on va pas trop courir pour préserver les jambes, très bien manger. Parce que dans la course à pied, il faut bien dormir, bien manger. Ça veut dire quoi, bien manger? Bien manger, ça veut dire manger équilibré, manger sain, manger des protéines, manger des glucides. Donc là, je vais manger des pâtes au petit-déj, le midi et le soir pendant une semaine. Parce qu'il ne suffit pas de manger des pâtes que la veille. Il faut commencer à faire son stock de glucides quand même 2, 3, 4 jours avant la course. Toi, tu t'es mis à courir quand, en fait? En fait, j'étais pas très heureuse dans mon travail. J'étais pas fière de moi. Et j'avais besoin de trouver un moyen d'être fière de moi. Et en fait, il y a 4 ans, je me suis dit, vas-y, fais un marathon. Il y a plus de chemin arrière possible. Réaliser quelque chose grâce à toi, c'est ça qui m'a rendue accro. Et c'est comme cela que Joséphine a fait il y a quelques mois Paris-Milan en 26 jours, l'équivalent d'un marathon par jour. Aujourd'hui, c'est le dernier entraînement avant le marathon de Valence. Il ne reste plus qu'à enfiler ses baskets pour bien les choisir. Bonne nouvelle, sur le plateau de Bel et Bien Ensemble, on va profiter des conseils de M. Tonkiné. Donc c'est là que tu viens courir? Ouais, c'est là mon terrain de jeu. De 3 à 7 fois par semaine, je suis sur ces quais. J'adore. D'abord, on s'échauffe, des petites gammes. Après 10 minutes de mini-squat et d'accélération pour se mettre en jambes, c'est 1 heure de course intense par 3 petits degrés. Yes! T'as pas eu trop froid? Non, enfin bon, hop, quand même. Alors, tu fais quoi maintenant, une fois que t'as fini là? Là, je vais me prendre 1 litre d'eau, hyper important. Faire peut-être 1 ou 2 étirements. Important parce que quand on est coureur, on n'est vraiment pas souple et ça tasse notre corps. Bon, alors retour à la maison? Allez, retour au chaud. On l'a bien mérité. Et elle compte pas s'arrêter là. Ouais. C'est-à-dire qu'elle, elle va faire, alors elle s'attaque pas à Gif-sur-Yvette, hein. Elle va aller à Paris, Los Angeles, donc elle met, c'est quand même high level. Et moi, il y a un truc pour lequel je serais prêt à me mettre au marathon, même si je déteste ça. J'étais à Bordeaux l'autre fois, il y a le semi-marathon qui passait. Et en fait, les joggers, ils ont un dossard et à leur prénom en dessous. Et je me disais, allez Abigail, allez Agathe. Je me disais, mais attends, les gens qui étaient à côté de moi connaissent tous les joggers. Et au bout d'un moment, j'ai compris qu'en fait, ils attendaient que le jogger ou la joggeuse arrive, ils observaient le prénom, et ils faisaient, allez, cours, et tu donnes le prénom. Et ça, je trouve ça génial. L'Annec d'Arnaud, ouais, on peut l'applaudir. C'est l'Annec d'Arnaud du jour. Merci. Merci Arnaud. M. Tonkiné arrive dans quelques instants pour nous donner tous ses conseils. Mais d'abord, Sarah, je vois que vous vous agitez un petit peu, Oui, vous applaudissez comme une possédée. C'est ça, c'est l'Annec d'Arnaud. Elle s'en remet pas. Johanna, une question pour Abigail. Oui, bonjour. Je cours depuis pas longtemps et j'ai remarqué que je dormais mieux la nuit. Alors effectivement, vous avez dit tout à l'heure que ça avait un lien et je me demandais comment ça se fait. On l'a dit, en fait, la course à pied, ça procure un bien-être global, un relâchement. Déjà, on est moins anxieux. Donc, parfois, c'est vrai qu'on sait que l'anxiété, ça provoque des difficultés d'endormissement. Et en fait, avec ce bien-être, tous ces neurotransmetteurs, ces neuromodulateurs et ces hormones de bien-être qu'on va sécréter après la course, ça va nous aider à nous mettre dans un état propice. L'endormissement, le sommeil, il faut être dans un état particulier pour s'endormir. Et donc, ça favorise l'entrée dans le sommeil et un sommeil de bonne qualité. Voilà, donc c'est vraiment tout bénef, on l'aura compris. Alors on le sait, quand on débute la course, puisque peut-être qu'on vous a d'ores et déjà donné envie, la blessure est jamais très loin. Donc il faut éviter les faux pas, il faut garder le plaisir de courir. Et qui mieux que notre kiné préféré pour nous guider? Il est temps d'accueillir Aymeric Bernard. Ça va, Aymeric? Pleine forme. Voilà, alors attention, vous notez tous ces conseils. On démarre avec la façon de se chausser, parce que c'est peut-être la base. Pourquoi c'est déterminant de bien se chausser quand on démarre la course? C'est déterminant parce que la chaussure qu'on va utiliser va définir la manière dont on va courir. Et malheureusement, quand on n'y connaît rien, on va prendre ce qu'on nous conseille. Mais pour faire très simple, on peut imaginer 2 grands types de chaussures. Des chaussures qu'on va appeler plutôt minimalistes et des chaussures plutôt maximalistes. Ça, c'est vraiment les extrêmes. Et entre ces extrêmes, tous ces extrêmes, il y a différentes chaussures. D'accord. Et ça, c'est ce qui va faire comment on court. Alors, c'est quoi la différence entre la minimaliste et la maximaliste? Alors, il y a plein de caractéristiques, je vais même vous les faire un peu essayer. Il y a par exemple le poids. Les maximalistes sont plus lourdes, celles-ci plus légères. La déformabilité, là, c'est très très dur, alors que là, ça se déforme tout seul. Ouais. Dans un sens,
comme dans l'autre. On va avoir ce qu'on appelle aussi le drop, qui est la différence de hauteur entre l'arrière et l'avant. On a la hauteur de la semelle. Bref, une petite suspension, quoi. Exactement. Toutes ces caractéristiques vont faire qu'une chaussure est plutôt minimaliste ou maximaliste. D'accord. Alors, qu'est-ce qu'il faut choisir? C'est quoi les meilleures chaussures pour débuter? Alors, pour débuter, il n'y en a pas une qui est mieux qu'une autre. Ça, ce sont deux grands extrêmes. Donc, je préfère éviter les extrêmes parce que, comme j'ai dit, quand on n'y connaît rien, la chaussure définit la foulée. Avec ça, vu que c'est confortable, il y a une grosse semelle, on va plutôt avoir tendance à attaquer talon. Faire plutôt des déplacements verticaux importants. Et ça va mettre les contraintes plutôt au niveau des genoux, au niveau du dos. Ah, d'accord. À l'inverse de ça, vu que c'est très léger, très fin, c'est quasiment comme courir pieds nus, quand on les utilise, on a plutôt tendance à courir plutôt sur l'avant du pied. Donc ça met plutôt les contraintes dans les pieds, dans les tendons d'Achille ou dans les muscles du mollet. Il n'y a pas vraiment une manière de faire mieux que l'autre. Oui, mais donc il faudrait équilibrer. Exactement. Donc moi, j'aime bien dire que, en tout cas, ne pas chercher forcément la plus chère. Parce que là, il y a beaucoup de technologies, là, il y en a moins. Mais plutôt trouver une chaussure moyenne gamme, on va dire, assez équilibrée. Pas trop lourde, un petit peu de semelle. Un peu de semelle, mais moins que ça, quoi. Exactement. Là, vraiment, il n'y en a pas du tout. Donc, quelqu'un qui commence et qui peut avoir des douleurs, ça va être trop difficile à encaisser. Un équilibre entre ces deux-là, c'est l'idéal pour pouvoir commencer à courir. Alors moi, quand j'ai commencé le tennis, on m'a dit qu'il fallait prendre une pointure au-dessus. Est-ce que ça vaut aussi pour le running? Non, pour la course à pied classique, il n'y a pas spécialement besoin. En trail, on demande d'avoir des chaussures légèrement plus grandes parce que c'est des efforts qui sont beaucoup plus longs. Donc le pied va légèrement gonfler, mais là, on parle des efforts de 5 à 10 heures. Attention, moi, je pensais que c'était pour les ongles, en fait. Non, à l'inverse, d'avoir des chaussures trop grandes, des fois, ça va entraîner des petits mouvements avant-arrière. Le pied va finir par taper et ça peut créer des ongles noirs. D'accord. Donc, il faut faire un peu attention à ce genre de clichés. Sarah? Oui, tout à fait. On a une question dans le public. Allez-y. Oui, alors j'ai entendu dire qu'il était plus bénéfique de courir doucement que vite lorsqu'on commence la course à pied. Est-ce que c'est vrai? Oui, alors c'est une très bonne question. Je vais dire que c'est vrai, mais je vais mettre un tout petit peu de nuance. C'est-à-dire que courir lentement, c'est beaucoup plus facile pour le corps à encaisser. Et si je cours, par exemple, une demi-heure, c'est 2 fois plus dur que de courir 15 minutes. Donc, c'est facile de programmer cette progression, alors que quand on court plus rapidement, les contraintes sont plutôt exponentielles. Donc, c'est pas mauvais en soi, mais quand on débute, c'est plus difficile à doser. Et deuxièmement, souvent, et on en avait parlé avec Lisa, ce qui est difficile, c'est qu'on s'épuise vite. C'est difficile, j'ai le souffle court, je prends pas de plaisir. Alors que c'est très efficace de courir lentement, quelle que soit la durée, même 10 minutes, ça fait progresser. Vous avez dit tout à l'heure que ça pouvait être un petit peu tendu pour les tendons, jeu de mots. Vous avez un petit exercice pour prendre soin justement de nos tendons parce que si sont mis à rude épreuve, il faut peut-être anticiper. Un petit exercice que j'aime bien, sachant que déjà, laisser du temps à son corps de s'habituer à la course à pied, ça va faire du bien aux tendons. Mais si des fois, au niveau du genou par exemple, le tendon du quadriceps c'est un peu douloureux, on peut venir faire l'exercice de la chaise. De le faire comme ça, en statique, avant ou même régulièrement dans la semaine, pour mieux préparer. Le fait de faire travailler en statique, ça va avoir un petit effet antalgique au niveau du tendon, au niveau du quadriceps, et ça va permettre de mieux le préparer. Si on veut augmenter un peu la difficulté ou travailler aussi les mollets, on peut le faire en levant légèrement les talons. Et là, on va aussi activer les mollets et les tendons d'Achille, qui peuvent être des fois un petit peu douloureux à la course à pied. Et si vraiment ça devient facile et qu'on veut mieux les préparer, on peut les faire en dynamique, en faisant des squats. En faisant ça, on va préparer ses quadriceps, les tendons au niveau de la rotule. Et ça, c'est excellent. Ce qu'il faut juste, c'est surtout se laisser du temps sur la progression. Souvent, comme moi, j'ai des patients au cabinet qui ont des douleurs. Ils sont passés beaucoup trop vite à je cours 10 minutes, je cours une demi-heure et je cours 1 heure. Et c'est là où la blessure va apparaître. C'est très important ce que vous dites. C'est-à-dire que vraiment, si vous voulez vous y mettre, il ne faut pas tout de suite être dans la performance. Oui, absolument. Et vraiment, on sous-estime l'efficacité de courir 10 minutes. Ouais, alors racontez-moi ça. C'est déjà super de courir 10 minutes. C'est excellent parce que courir 10 minutes, c'est environ 1700 impacts pour votre corps. Et donc, 1700 impacts, c'est des contraintes, votre corps va s'adapter. Donc, peut-être que vous n'allez pas développer vos poumons énormément, mais par contre, vos tissus, vos ligaments, vos cartilages vont s'habituer. Donc, ne pas sous-estimer ces toutes petites sorties. Et des fois, faire 2-3 fois un quart d'heure pour commencer, c'est excellent. C'est-à-dire que ça rejoint ce que disait Abigail tout à l'heure. On marche, moi j'appelle ça ma course-marche. C'est-à-dire que je cours jamais vraiment très longtemps, mais en revanche, je fais marche rapide, course. Donc peut-être que pour démarrer, on court 10 minutes et tout le reste du temps, on marche. Parce que c'est vrai que c'est un peu frustrant quand on a le courage de s'habiller, de sortir, d'aller dans la forêt peut-être pour courir, de se dire je vais courir que 10 minutes, tout ça pour ça. Alors tout dépend de l'objectif. En tout cas, d'un point de vue de la progression, c'est efficace. Et des fois, les gens sont là...
la flemme aussi d'aller courir 1 heure, j'ai pas envie, j'ai pas le temps, mais juste un quart d'heure, ça peut être efficace. Souvent, une fois qu'on est parti, qu'on a un quart d'heure, l'énergie vient, on s'est réchauffé, on va finir par faire 20-30 minutes si on se sent bien. Mais vraiment, moi, j'invite vraiment les gens à courir plus souvent, mais des plus petites distances en prévention des blessures, c'est excellent. Lisa, c'est hyper important parce que c'est vrai que c'est vachement bien de se dire, allez, je cours, je sors, mais je cours qu'un quart d'heure. Et c'est sûr, à 99%, vous courrez une demi-heure. Ouais. Donc, parce qu'après, l'appétit vient en mangeant. Merci beaucoup, Émeric, pour tous ces conseils avisés. Merci, Abigail Deby. On vous laisse à vos patients. On vous libère et on vous dit à très bientôt. Arnaud, vous voulez nous proposer un petit exercice justement avec Émeric? Avec Émeric, ouais. C'est la apithérapie, moment que tout le monde attend. Bien sûr. Je sais que pour vous, Agathe, la respiration, c'est hyper important. Ah oui. Quand vous courez, on vous entend à des kilomètres dans la forêt. Un buffle. Mais oui, je suis un buffle. Pour les débutants qui veulent s'y mettre, est-ce qu'il y a une manière de souffler? Moi, je me souviens des crosses de 3e où on vous disait de faire... Et est-ce qu'il y a une manière ou pas de... C'était pas mal, parce que le problème quand on court, surtout quand on commence, ça va être le fait de ne pas prendre le temps de faire de grandes inspirations et de grandes expirations. Le but de la respiration, c'est 1, de faire entrer de l'oxygène, et 2, de faire sortir du dioxygène. Sauf qu'entre notre bouche et nos poumons, il y a quand même une certaine distance. Donc si on fait seulement des toutes petites inspirations-expirations, vous avez très peu d'échanges. Donc en fait, exactement, on s'étouffe un peu tout seul parce qu'on garde le dioxygène. Donc c'est important de prendre le temps de inspirer et expirer. Par la bouche? Alors, en général, on préconise d'inspirer par le nez parce que le nez a pour intérêt de réchauffer l'air qu'on inspire, mais on peut expirer par la bouche, c'est plus facile. En faisant ça, on va favoriser les échanges. Mais des fois, quand on court un peu rapidement ou quand on commence justement la course à pied, on se laisse prendre, on devient un peu asphyxié. Donc, faire une pause, à laquelle pour de temps en temps de marcher, on marche 1 minute, je me relâche, et là, pendant 1 minute, j'inspire, je souffle, je peux même utiliser mes bras si j'en ai envie pour inspirer à fond, souffler, reprendre mon souffle, réoxygéner, et je repars. Et ce que vous faisiez à l'époque en cross, c'était de caler ses pas sur la respiration, de se dire, par exemple, entre 2 et 3 pas, j'inspire. Donc, j'inspire et je souffle. Ou sur 3 pas. Est-ce que chacun a son propre rythme ou est-ce qu'il y a une règle vraiment absolue? Ça dépend de chaque individu, mais aussi de la vitesse à laquelle on court et de son expérience. Bien sûr. Mais en course à pied, on préconise souvent de faire beaucoup ce qu'on appelle 2F, d'endurance fondamentale, c'est courir longtemps et facilement. Ouais. Et même les sportifs de haut niveau passent des heures à courir très lentement. Donc quand on commence, c'est vraiment le truc à vraiment mettre en avant. Doucement, je travaille ma respiration, je travaille mes tendons, je me laisse du temps sur plusieurs années pour progresser. Bon, eh ben super, merci beaucoup pour ces conseils, c'est très important. C'est sûr que quand on court très vite, parfois on doit adapter en fonction de ses propres capacités. Je vous l'annonçais en début d'émission, on va recevoir Olivier Bessy, qui est sociologue du sport. Il va nous aider à comprendre pourquoi ce sport dit tant de choses sur notre société, d'abord, et puis sur nous-mêmes ensuite. On l'accueille tout de suite. Bonjour Olivier Bessy, on est très heureux de vous avoir sur le plateau de Bel et Bien Ensemble. Vous avez écrit Courir sans limite, c'est aux éditions Outdoor, je l'ai avec moi ici. Vous êtes donc sociologue du sport, je le disais, et vous avez 50 marathons à votre actif quand même, quelques courses de l'extrême aussi, si j'ai bien compris. Vous courez depuis 50 ans, donc vous êtes le témoin privilégié de l'évolution de la course à pied. Et puis il y a autre chose que j'ai découvert dans votre bouquin. Les femmes étaient interdites de marathon jusque dans les années 60 ? Tout à fait. Il faut attendre 1967 et le marathon de Boston pour que Cathy Schweizer s'inscrive avec, on voit sur les images, de manière totalement anonyme et clandestine. Et là, elle est en train de se faire attraper par l'organisateur qui veut la sortir de la course parce que les femmes ne doivent pas être dans un marathon avec les hommes. Donc elle s'est incrustée et en fait, Voilà. et elle est hors la loi, quoi. Elle est hors la loi et heureusement que son mari courait à côté et la protège et elle peut quand même aller jusqu'au bout, mais c'est vraiment un incident qui en dit long sur la représentation de l'époque, comme quoi les femmes n'étaient pas capables de faire un marathon ni physiologiquement et n'étaient pas autorisées socialement. C'est ça aussi. Il y a tout un symbole. Parce qu'à la limite, on aurait pu dire, si vous êtes capable, allez-y. Mais là, socialement, c'était intolérable. Ouais, intolérable. Et l'organisateur est furax. Et petit à petit, les femmes sont mises à la course à pied. Aujourd'hui, elles pratiquent le jogging à part égale. Oui, c'est plus ça. on va vers des pratiques extrêmes, et moins elles sont nombreuses, par contre. D'accord, ok. Voilà. Mais enfin, elles se sont bien vengées quand même. Tout à fait. Et aujourd'hui, elles courent quasiment autant que les hommes.
Alors j'ai l'impression qu'avant la course c'était un sport accessible, c'est-à-dire que on avait une paire de baskets, on avait une route devant soi et hop hop hop. Maintenant il faut chausser des baskets ultra légères, enfiler une montre connectée, manger des barres protéinées, mettre ses performances sur des applis. Faut être riche pour courir parce qu'on a l'impression que c'est devenu un sport de privilégiés. Non, franchement non. Sauf que bien entendu il y a plusieurs modalités. On peut courir de manière très accessible avec un équipement minimaliste. Mais l'engouement, la mode qui s'est créée par-dessus fait qu'on a tendance à tomber parfois dans le maximalisme. Mais si vous vous contentez de faire un petit jogging dans le parc à côté de chez vous, avec un équipement, je dirais, minimaliste, ça ne va pas être très cher. Donc c'est une activité qui peut être extrêmement accessible financièrement, mais qui peut aussi revenir très cher si on veut la pratiquer différemment. En fait, en gros. Sarah ? Oui, j'ai une question pour vous, Olivier. Stan, on a un petit peu parlé tout à l'heure de l'application Strava. C'est un peu l'Instagram des sportifs, des coureurs. Moi, je m'y suis inscrite récemment. Donc, on y partage des vidéos, des photos de nos courses, ses statistiques, ses performances. Et j'ai découvert que certains coureurs sur cette application payaient d'autres coureurs pour courir à leur place et se faire un petit peu mousser pour augmenter leur performance. Alors, qu'est-ce que ce genre d'application dit de notre rapport au sport, justement ? C'est quand on peut s'arrêter dessus quand même 2 secondes. C'est-à-dire que le concept quand même d'aller gruger sur une appli pour avoir des performances plus importantes, c'est quand même dingue. Oui, mais je crois que pour le comprendre, il faut vraiment... Moi, ce qui m'intéresse en tant que sociologue, c'est d'analyser la course à pied, non pas sur le plan de ses bienfaits physiologiques que je partage, c'est quel est finalement le rôle social de la course à pied aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il dit de nous, qu'est-ce qu'il dit de notre société ? Dans la construction de soi-même, dans la construction de son image, de son identité. Et aujourd'hui, dans notre société qui est quand même très hyper moderne, en fait, on a besoin de se valoriser et on est prêt à payer quelqu'un qui va donner une meilleure image que nos capacités pourraient donner. Donc c'est un processus sociétal tout à fait compréhensible qui s'explique de par les valeurs dominantes de notre société hypermoderne. C'est presque une forme de conduite dopante sociale. Absolument. Une autre question du public, Sarah ? Oui, tout à fait, Damien. Oui, est-ce que courir avec de la musique peut aider à améliorer nos performances ? Car on a l'impression que ça nous aide à dépasser nos limites. Alors, effectivement, la musique ou les podcasts viennent aujourd'hui accompagner beaucoup de joggeurs ou de trailers ou de trailers. Moi, j'ai toujours couru sans parce que pour moi, la course à pied, c'était un rapport privilégié avec mon environnement. Et on parle beaucoup de nature dans la course à pied, sauf qu'on est sans arrêt en train de mettre des artefacts au milieu, avec des montres, avec des trucs dans les oreilles, voilà, moi je pense que pourquoi pas, mais on peut aussi courir sans. Et je pense qu'il faut aussi apprendre à... Et c'est pour moi un facteur de motivation. Il y en a qui se motivent avec de la musique dans les oreilles, mais soyons à l'écoute de notre environnement, soyons à l'écoute des lumières, des sons que la nature nous offre. Sauf si on court dans un environnement hyper stressant, là, on va se bander les yeux et on va écouter quelque chose. Mais quand on est dans un bel environnement, il faut être en phase, il faut être en résonance avec cet environnement-là. Et du coup, il faut éviter tout ce qui peut venir mettre une barrière entre les deux. Mais ça, c'est une tendance actuelle. Bah oui, non, mais c'est vrai que d'ailleurs, si on n'y arrive pas, si on ne peut pas l'envisager de courir sans musique ou sans podcast, essayez peut-être les 2-3 premières minutes de faire sans rien. Oui. Et vous allez voir que généralement, ça donne envie de continuer. Ça, c'est juste en fait une... C'est vrai, Agathe. Et je pense que, voilà, si on est vraiment à son écoute, si on cherche à ressentir un petit peu le plaisir de chaque foulée, le plaisir de s'extraire de la pesanteur, parce que c'est ça qui est génial dans la course par rapport à la marche, c'est qu'on a un temps de suspension. Où nos 2 pieds ne touchent plus le sol. Mais oui, vous n'y avez pas pensé, Et ça. on vole. Mais oui. Et il faut en profiter quand on est jeune, parce qu'en vieillissant, le temps de suspension, il diminue. Tu voles moins haut. On vole moins haut. Et moins longtemps. Vous nous avez offert tous les deux une transition qui est absolument formidable. Vous parliez de musique dans les oreilles. Et on s'est concerté avec le public et on a défini un top 3 des musiques qu'on écoutait, casque dans les oreilles. Voilà la numéro 3. Ah ouais, ça donne envie de voler. Un bon, là t'y es là. C'est plus d'un kilomètre du marathon. Là, Pointer Sister dans la forêt à fond. Voilà. Numéro 2. Ah oui. C'est pas naguère. Ouais. Il le fait bien, puis en plus, comme vous lui ressemblez physiquement, on vraiment s'y croirait. L'œil du tigre. Et numéro 1. Ah. Théodora. Vous choisissez, hein. Moi,
ça c'est plus Moi, ça serait plutôt la 2, moi. Bon, les deux premières, là, super. Merci, Émeric Vervard, de nous avoir donné plein de conseils. Merci, Arnaud. Merci, Sarah. Olivier Bessy, merci également pour votre fine analyse. Je rappelle votre ouvrage, Courir sans limite. C'est publié aux éditions Outdoor. Eh ben oui, c'est déjà la fin. Mais on vous retrouve demain dans Bel et Bien Ensemble sur France 2. Et d'ici là, portez-vous bien. Et puis commencez, pourquoi pas, à aller courir 10 minutes tout à l'heure. Vous allez voir, ça va vous faire du bien. Bye bye, à demain.